Chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons nos auditions de ce jour en entendant successivement messieurs, il n'y a que des messieurs, monsieur Jean-Pierre Viola, conseiller maître, président de la section administration territoriale de l'État, finances publiques locales et certification des comptes et des assemblées parlementaires de la 4e chambre de la Cour des comptes, monsieur Yves Rocollet et monsieur Hubert Lamarle, président de section à la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, monsieur Nicolas Billebeau, premier conseiller à la Chambre régionale des comptes de Bretagne, et monsieur Jean-Pierre Roussel, président de section à la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes. À part vous deux, tout le monde est en visio. Notre mission d'information créée à l'initiative du groupe Rassemblement démocratique social européen n'a pas pour objectif de remettre en cause le principe de l'intercommunalité, ni même l'ensemble de l'architecture mise en place il y a maintenant 10 ans, mais d'identifier les freins et blocages de toute nature qui entravent le bon fonctionnement de certaines structures intercommunales. Vous avez tous, à un titre ou à un autre, eu l'occasion de vous pencher sur cette question, que ce soit au niveau d'intercommunalités au fonctionnement parfois bloqué ou dans le cadre d'un examen plus global de leur fonctionnement et de leur gouvernance. Nous serons très attentifs à votre présentation des points qui vous semblent poser problème ou susceptibles d'évoluer. Depuis le début de nos travaux, nous avons entendu de nombreux élus exprimer un sentiment de dépossession au terme de la mise en place subie des grandes intercommunalités issues de la loi NOTRe. Vous nous direz si ce ressenti s'appuie sur des réalités concrètes. Je pense par exemple aux difficultés liées à des cotes mal taillées au départ, lorsque les communautés de communes comptent plus d'une centaine de communes. Avant de céder la parole à notre rapporteure, Mme Maryse Carrère, je précise que cette audition fait l'objet d'une diffusion en visio et qu'elle sera disponible sur le site internet du Sénat. Je passe à présent la parole à Mme la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs, de nous consacrer un peu de votre temps pour venir répondre à nos interrogations sur aujourd'hui un sujet important pour nos territoires, qui sont les intercommunalités. Votre expertise, votre connaissance territoriale des sujets et vos travaux seront précieux pour nous. Et vous pourrez, dans les propos liminaires que le Président a annoncés, nous donner votre avis sur aujourd'hui votre perception de l'intercommunalité, son fonctionnement. Il y a autant d'intercommunalités, autant de fonctionnements différents et de différences en fonction aussi des territoires. Vous pourrez aussi nous dire quelles difficultés vous avez pu ressentir sur les territoires. Nous pourrons parler bien sûr de la pertinence des périmètres aujourd'hui et de la carte intercommunale, des difficultés liées à la gouvernance, des difficultés aussi liées aux compétences et aux différents transferts. Et ensuite, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, nous terminerons sur les services publics aujourd'hui qui sont apportés en plus par les intercommunalités sur nos territoires. Et on pourra aussi conclure sur l'efficience de l'intercommunalité et votre perception de cette efficience. Donc je vais laisser peut-être la parole à Monsieur le conseiller maître d'abord, Monsieur Viola. Je vous remercie, Madame la sénatrice. Monsieur le sénateur, d'abord pour vous indiquer que je suis accompagné par Benoît Lyon, qui était le principal auteur du rapport de la Cour de 2022 qui faisait un bilan justement des intercommunalités avec un certain nombre de constats qui nous semblent tout à fait restés d'actualité. À 3 ans de distance, c'était un rapport qui avait pris place dans le cadre de notre rapport annuel sur les finances publiques locales. Juste un mot sur ce rapport, ça me semble important, qui évoque donc la situation financière des différentes catégories de collectivités, dont les intercommunalités, avec un certain nombre de focus qui leur sont propres. Vous indiquez aussi peut-être, et ça n'est pas complètement indifférent, que pour ce qui concerne les aspects fiscaux, la Cour a établi à la demande de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, c'était en janvier 2025,
un bilan des réformes récentes de la fiscalité locale. Je vise la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et je vise la suppression d'une grande partie, plus des 4/5 aujourd'hui, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et qui abordait le sujet des intercommunalités. Voilà, donc je vous donne ces éléments de paysage. Madame la sénatrice, vous l'avez évoqué, c'est toute la difficulté du sujet. Autant d'intercommunalités, autant de situations différentes, autant de réalités diverses qui sont difficiles à caractériser et à faire entrer dans une boîte commune. Ce qui semble être quand même un élément assez frappant, c'est le fait que les orientations politiques successives sur les objectifs prêtés aux intercommunalités, qu'est-ce qu'on cherche à travers l'intercommunalité, de quels attributs les dote-t-on, quelles prérogatives, quel transfert de compétences, quel accompagnement financier. Les objectifs ont assez évolué au fil du temps, puisqu'on est passé d'intercommunalités qui étaient, enfin je ne refais pas tout l'historique des lois, mais on est passé d'intercommunalités qui reposaient sur une démarche volontaire à des intercommunalités obligatoires, avec des périmètres qui tantôt ont été consensuels, tantôt ne l'ont pas complètement été. On est passé de l'idée finalement de dépasser les problèmes réels soulevés par l'émiettement de la carte communale à travers justement la définition d'un intérêt communautaire de plus en plus large et doté d'attributs de fonctionnement de plus en plus importants, à une forme d'essoufflement finalement du potentiel des intercommunalités et peut-être est-ce un peu outré, mais une forme de syndicalisation des intercommunalités, c'est-à-dire des intercommunalités qui finalement se placent au service des communes qui en sont membres, sans pour autant que soit dégagé un projet politique commun, donc pas dans un sens partisan, mais dans le sens des services publics offerts à la population, dans le sens des orientations en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement économique. Alors évidemment, la pire illustration de ce type de circonstances, c'est quand finalement un certain nombre de dotations sont équiréparties entre les communes qui sont membres sans du tout qu'il y ait de considérations relatives justement à la nature des projets, à la typologie des équipements qui peuvent n'avoir qu'une portée communale, mais c'est peut-être assez rare, et qui auront souvent une portée intercommunale. Donc un effet d'essoufflement, alors qui n'est pas général, hein, puisqu'il y a des intercommunalités qui fonctionnent bien, qui sont actives, qui sont porteuses de projets dans lesquels l'intégration des services et des équipements a progressé, et puis d'autres qui finalement sont plus dans une situation de statu quo ou éventuellement de régression. Et donc, la question qu'appelle le sujet que vous traitez, c'est de savoir aussi, enfin c'est d'apprécier aussi si les intercommunalités peuvent, dans tous les cas, dépasser les inconvénients soulevés par l'émiettement communal. Est-ce qu'il n'y a pas matière à essayer de favoriser plus fortement le regroupement de communes, notamment de petite taille, évidemment, qui peuvent avoir des difficultés importantes. Hein. Je pense on entend beaucoup parler des normes techniques, mais je pense aussi aux normes juridiques, à l'appréhension du droit, à la responsabilité pénale et civile des exécutifs locaux qui peuvent avoir du mal à exercer leurs compétences. Et puis, il y a de grands sujets sous-jacents. Il y a le sujet du logement. Dans les intercommunalités urbaines, on a finalement des territoires quelquefois qui peuvent juxtaposer des lieux de grande activité et au contraire des lieux de résidence. Mais est-ce que la répartition des ressources internes à l'intercommunalité tient compte de cette réalité, finalement d'endroits où l'on produit, mais d'endroits où l'on vit, et qui doivent avoir des équipements suffisants sur un plan scolaire, périscolaire, sportif, culturel. C'est toutes ces questions qui sont posées et, à vrai dire, pour lesquelles il n'y a pas
de réponse unique, en dehors quand même de constater un phénomène d'essoufflement par rapport aux intentions initiales du législateur à travers la création les premières lois intercommunalité, les intercommunalités obligatoires et l'extension de leurs attributions. Voilà ce que je voulais dire en termes de propos liminaires. Puisqu'on a la chance de vous avoir, est-ce que vous souhaitez prolonger, compléter ce que vient de dire M. Viola? Oui, volontiers, Monsieur le Président. Pour compléter ce que disait M. Viola, en effet, c'est difficile de trouver une ligne directrice concernant le statut de l'intercommunalité depuis 30 ans. En 1999, il y avait la volonté de créer des catégories et de les formaliser, communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté de communes, de créer des régimes en tant que tels, tout en maintenant une liberté d'association. C'était vraiment le principe de l'époque, d'insister sur la liberté d'association. La loi de 2010, la loi RCT, transforme cette approche-là, puisque on voit émerger de nouvelles catégories progressivement, en 2010, en 2014, avec la métropole, par exemple, essentiellement. Et à l'inverse, une intercommunalité qui est devenue impérative. Il fallait intégrer l'ensemble des communes dans une intercommunalité. Il n'y a plus que 4 îles aujourd'hui qui ne sont pas membres d'une intercommunalité, qui sont isolées. Et donc, on a progressivement poussé vers un élargissement des périmètres, peut-être au détriment de l'approfondissement des intercommunalités dans les années 2010. La question du périmètre, elle a été essentielle, elle a été lourde à porter par les intercommunalités, soit de manière volontaire, soit de manière imposée par le préfet. Là aussi, comme le disait Jean-Pierre Viola, il n'y a pas de règle. Des préfets se sont saisis de manière très différenciée de la possibilité en termes de seuil. Au-delà de 15 000 habitants à partir de 2015, la loi Notré, avec quelques exceptions, il est vrai, mais on voit bien qu'il y a eu des préfets très offensifs en termes de refonte de la carte, qui sont allés bien au-delà de la loi des 15 000 habitants, d'autres qui ont privilégié le consensus local, d'autant qu'après, le passé outre en effet, d'autant qu'après 2010, il y avait déjà une première révision qui avait pu essouffler les élus, et certains préfets, dans la deuxième partie des années 2010, ils sont allés de manière plus modeste dans la refonte de la carte. Donc un élargissement au détriment peut-être de l'approfondissement, à part quelques compétences comme l'eau, l'assainissement ou la GEMAPI. Et à la fin des années 2010, début des années 2020, un retour vers la commune en réaction sans doute. Et la loi 3DS marque vraiment un temps fort de bascule où on doit donner des garanties aux communes en termes d'intégration au sein de la communauté de communes. Juste par rapport au rapport, le rapport de 2022 de la Cour, il s'appuyait vraiment sur une lecture très approfondie de rapports de Chambre régionale des comptes, comme d'habitude. Et en l'espèce, nous avions pu regarder 130 rapports et nous avons utilisé 99 rapports portant sur des intercommunalités, 36 sur des communes. Donc on avait une matière vraiment très, très forte. Et comme le disait Jean-Pierre Viola, c'est difficile de trouver une ligne directrice. La question du périmètre, nous pourrons y revenir, mais nous avons constaté en propos liminaire néanmoins qu'elle n'est pas déterminante, elle n'explique pas uniquement les difficultés de gouvernance, d'exercice des compétences. Nous pouvons avoir des intercos dits XXL où, grâce à un projet de territoire, grâce à un volontarisme des élus, on peut avoir un exercice des compétences plutôt satisfaisant. À l'inverse des communautés de communes qui sont restées dans un petit format où il y a de vraies difficultés à avoir des projets. Et on pourra y revenir sur les critères, c'est le sens, je crois, de votre mission, les critères qui font qu'une intercommunalité fonctionne. La question du projet et de l'écriture des compétences est sans doute essentielle. Merci. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir à ce stade avec des propos liminaires, ou est-ce qu'on peut passer directement à des choses plus précises? Pas de commentaires particuliers? Alors, Madame la rapporteure, je vous cède la parole. Oui, pardon, excusez-moi, allez-y. Monsieur Recollet. C'est Monsieur Recollet. Ah, il faut mettre votre micro. Je pense que vous ne l'avez pas activé. Voilà, pardonnez-moi. Très bien. Juste pour dire que du point de vue très local, dans ma chambre régionale, donc la Nouvelle-Aquitaine, on partage assez la vision synthétique que vient d'exprimer le président Viola sur l'idée d'un essoufflement et quelque part d'un mouvement de décentralisation qui est un peu en panne. Ce qui ne veut pas dire que depuis les grandes lois d'organisation, rien ne se soit passé,
mais ce que l'on retire des différents rapports et des différentes interventions, c'est quand même que les grandes réformes qui sont intervenues, qui viennent d'être rappelées par M. Lyon ces dernières années, sont moins passées par un approfondissement de la décentralisation, une amélioration de la décentralisation, que par des réformes plus techniques d'aménagement du territoire. Donc moi, c'est le premier constat. Je pense qu'on a changé un peu de vecteur et donc de sens politique, et que ça s'est traduit dans les différentes évolutions qu'on a pu connaître. Le deuxième point qui me paraît marquant aussi sur cette période, et là on est dans le cœur du débat, en Nouvelle-Aquitaine, on a quand même une très grosse majorité de communautés de communes qui sont dans les milieux ruraux, voire très ruraux ou périurbains. Et on constate que, quel que soit leur emplacement sur le territoire, elles ont quand même été marquées par la politique de métropolisation qui a progressivement drainé, structuré et évidemment entraîné des conséquences très fortes sur le territoire environnant. Et plus on s'éloignait des métropoles, plus quelque part la difficulté des communautés de communes à évoluer devenait difficile. Voilà, moi, ce qui me semblait important, de mon point de vue, de partager avec vous. Effectivement, c'était intéressant. On est un peu surpris du mot essoufflement. Comment vous caractérisez cet essoufflement sur le fait intercommunal, ou est-ce que c'est plus global? En fait, l'essoufflement que j'évoquais, c'était un essoufflement par rapport aux objectifs, peut-être trop ambitieux. Derrière le développement des intercommunalités, qui était quand même de réussir à dépasser les problèmes soulevés par l'émiettement communal. On constate que ces problèmes sont atténués à un certain degré, mais ne sont pas dépassés. Voilà ce que j'ai voulu exprimer. Mais ça n'était pas, évidemment, certainement pas interprété en termes de essoufflement, non-volonté des acteurs. Mais on voit bien que la formule de l'intercommunalité n'a peut-être pas apporté tous les fruits qui pouvaient en être attendus en termes de mise en cohérence, en termes de mutualisation, en termes aussi d'efficience, d'économie, le cas échéant, de frais de gestion, de duplication de services administratifs, de duplication d'équipements. Justement, je vais être provocatrice. Est-ce que l'aboutissement dont vous parlez, c'était pas la disparition des communes? Je suis pas sûr que le sujet c'était de faire disparaître en tant que tel les communes. Par contre, alors il y a un certain nombre de types d'intercommunalités qui historiquement sont très intégrés. Je pense par exemple aux communautés urbaines, qui existent depuis les années 60. Il y a une intégration très poussée depuis très 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 longtemps. Mais on ressent que dans d'autres types, les métropoles aussi, avec un cadre fixé par la loi qui désigne directement les métropoles, se caractérise aussi par une intégration de plus en plus poussée. Là où on ressent plus de difficultés, effectivement, c'est sur les communautés d'agglomération et les communautés de communes. Voilà. Mais je ne pense pas que l'idée, c'était de supprimer les communes. C'était, en revanche, d'essayer de faire en sorte que certaines compétences soient mieux exercées, tout en conservant l'échelon de représentation politique fondamentale, cellulaire, historique de la France que sont les communes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut comprendre aussi que les relations entre le maire et l'intercommunalité soient aussi des fois un petit peu tendues dans un contexte concurrentiel de compétences, de partage de compétences. Sur le plan financier, nous avons nos collègues du groupe GEST qui exercent aujourd'hui font une mission d'information sur la fiscalité locale. Donc nous, on ne se préoccupera pas de la fiscalité, mais par contre, ce qu'on aimerait savoir, c'est, vous avez parlé d'efficience aujourd'hui, peut-être d'essoufflement aussi en termes de politique publique menée, de services publics menés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que c'est une réussite, l'intercommunalité, sur l'investissement réalisé au service des populations et les mises en place de services publics un peu plus importants et un peu plus efficaces en tout cas?
De manière générale, c'est difficile d'avoir un propos définitif, mais lorsqu'il y a un transfert d'une compétence vers l'intercommunalité, nous avons pu constater que globalement, elle était exercée de manière plus approfondie. Jean-Pierre Viola évoquait tout à l'heure le respect des normes, etc. Lorsqu'une compétence un peu technique, comme l'eau, l'assainissement par exemple, est portée par une intercommunalité, on se rapproche plutôt des standards en termes de qualité, parce qu'il y a une expertise, une ingénierie plus facilement portée au niveau intercommunal. Et donc on a plutôt une montée en compétences. Ça vaut pour les compétences de réseau, ça vaut aussi pour les services à la population. Les exemples que nous avons pu observer en matière de petite enfance, en matière de lecture publique, c'est que le transfert de la compétence a permis un meilleur accès à ces services à la population, avec une logique pas simplement centrale, mais avec une logique de pôle, bien souvent. Et ça fonctionne d'autant plus dans des intercommunalités XXL. Et en lecture publique, c'est assez intéressant, puisqu'on a souvent une médiathèque intercommunale, avec tout un réseau qui s'appuie sur des bibliothèques qui sont éventuellement restées communales, bien souvent, mais avec une offre de services auprès de ces bibliothèques communales. Donc, on a pu constater, de manière générale, plutôt une augmentation du niveau de qualité de service lorsqu'il y a un transfert de compétences à l'intercommunalité. En termes d'investissement, on le voit bien. Oui, mais pas forcément au même prix pour les Oui, usagers. exactement. Et de fait, les dépenses d'investissement ont augmenté. Et ce que le rapport de la Cour en 2022 notait, c'est que globalement, les dépenses du bloc communal ont augmenté dans les années 2010, évidemment fortement s'agissant des intercommunalités. Et en effet, puisqu'il y a une hausse de niveau d'exigence en général, lorsque la compétence est portée au niveau intercommunal, et les maires sont encore plus exigeants alors. Et donc une augmentation de la dépense intercommunale, mais pas forcément de baisse de la dépense au niveau communal. Et donc il y a eu plutôt une dynamique forte des dépenses, c'est vrai. Et notamment parce qu'il y a une exigence forte lorsque la compétence est portée au niveau intercommunal. Elle est techniquement plus aboutie, plus poussée, mais du coup, ça pose question en termes de dynamique de dépenses, c'est vrai. Quelquefois, même assez souvent, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération ont pu faire des choses. C'est pas un dialogue, hein, parce qu'il y a des gens qui sont en visio. Oui. Pas qu'on les écarte complètement. Non, pardon, excusez-moi. J'enchaînais, j'ajoutais quelquefois des communautés de communes ou des communautés d'agglomération ont pu faire des choses que ne pouvaient pas faire individuellement des communes, voilà, notamment en termes de services aux personnes. C'est vrai, vous avez 1000 fois raison, mais pour ce faire, elle n'a jamais attendu qu'une loi soit votée. Elles avaient bien compris, bien avant tout ça, qu'elles avaient besoin de se regrouper. Est-ce que vous avez des avis sur ce sujet? Je vous en prie. Oui, peut-être une position, Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, bonjour. La dynamique de la dépense qu'évoque Monsieur Lyon, elle a une implication derrière qui est réglée au cas par cas, qui est celle de l'allocation des ressources. C'est-à-dire que cette dynamique des dépenses, alors pour certaines dépenses, ce sont des services qui sont facturés à l'usager, je pense notamment à l'eau et à l'assainissement. Pour d'autres, c'est géré sur le budget général ou par des taxes, par exemple pour les déchets, quand c'est géré en taxes et non pas en redevances. Et se pose la question du financement de ces services et en effet de la dynamique d'investissement qui parfois peut consister en un rattrapage sur les infrastructures, notamment en zone rurale. Et c'est là que se pose la question d'un éventuel transfert de ressources, ou de transfert de fiscalité, ou en tout cas de questions d'allocation des ressources qui se règlent par des pactes financiers et fiscaux, c'est-à-dire par des accords entre les communes et les intercommunalités qui relèvent de leur libre administration et donc du consensus politique obtenu en local. Et c'est là que l'on peut voir que l'on peut soulever assez régulièrement des questions assez fortes d'efficience et de pertinence de l'allocation des ressources, avec évidemment beaucoup de cas de figure, mais une tendance majoritaire qui suit évidemment les développements introductifs qui ont pu être faits par les collègues de la Cour, qui est de s'interroger sur l'éventuelle nécessité de réallocation, de rebasage des taux d'imposition, par exemple, au bénéfice de l'intercommunalité pour financer ces services ou ces infrastructures mutualisées. Évidemment, cela peut participer parfois au sentiment de dépossession que certains maires peuvent exprimer, puisque après la première vague du transfert de compétences se pose nécessairement celle des moyens et donc potentiellement un transfert de ressources. Et cela, cet élément
qui est beaucoup moins encadré, ou en tout cas il y a beaucoup moins de dispositifs impératifs, législatifs, comme ils peuvent exister pour imposer des transferts de compétences par exemple. Ces transferts de financement relèvent beaucoup plus de la libre administration des EPCI, des intercommunalités, des collectivités en question, et donc accentuent le cas par cas, et à la fois les marges de manœuvre, mais aussi les risques de blocage plus longs au sein des intercommunalités qui ne parviennent pas à trouver de consensus. Et parfois, cela peut se faire au préjudice du contribuable, puisque s'il n'y a pas d'accord sur les transferts de ressources, les intercommunalités sont contraintes de relever les taux d'imposition sur lesquels elles ont une marge de manœuvre, parce qu'il faut bien financer les infrastructures ou les services qu'elles développent après en avoir reçu le transfert. Une illustration parfaite de ce que vient de dire Nicolas Bigot, Madame la sénatrice, se trouve en Lot-et-Garonne avec une communauté de communes qui n'a pas signé justement de pacte financier, de pacte de gouvernance, et donc effectivement qui se trouve notamment pour une compétence complètement coincée, pardonnez l'expression, pour le financement de la compétence voirie, par le fait que 2 communes ont refusé d'adhérer à ce pacte. Donc on a une situation de blocage sur une compétence qui ne veut pas dire que, et c'est M. Lyon qui le disait, qu'effectivement certaines compétences communes de la communauté marchent bien, si je puis dire, on le voit, mais là effectivement on a le cas où sur une compétence ça ne marche pas, et donc 2 communes vivent leur vie, c'est-à-dire n'ont pas accès aux services communs de l'EPCI sur la voirie, et cela engendre effectivement des difficultés de financement pour l'ensemble du dispositif. D'autres réactions en visio? Oui. Oui, si je peux également compléter en allant dans le même sens que mes collègues, la question de l'allocation des ressources et en parlant de la parafiscalité ou de la fiscalité est un des éléments du sujet, avec un second qui est quand même que assez souvent, quand on regarde et qu'on analyse les conditions de construction des intercommunalités et aujourd'hui de leur fonctionnement, c'est quand même le sentiment que le passage des transferts de charges a été un moment dans beaucoup d'endroits qui n'a pas été complètement approprié tant par les intercommunalités que par les communes qui discutaient du dit transfert, et qu'on a eu des équilibres à un instant T entre les charges et les ressources transférées qui ne correspondaient pas à une réalité opérationnelle. Et en substance, on continue aujourd'hui à constater que les attributions de compensation sont quand même assez peu suffisantes pour permettre aux intercommunalités de développer sans ressources supplémentaires, maintenir d'abord les équipements transférés et puis ensuite approfondir et exercer les compétences qu'elles détiennent. Et ça a évidemment un impact sur la qualité du service quand on est en exploitation et un impact sur les projets et l'amélioration du service quand on se positionne, quand on regarde l'aménagement du territoire et l'investissement. Vous seriez pour une simplification des règles régissant l'attribution de compensation? Alors, sans doute que mes collègues auront également des exemples mais il est clair qu'aujourd'hui, la capacité qui était ouverte, qui est quand même très encadrée, de rediscuter les attributions de compensation peut aboutir donc à des blocages, effectivement, puisque quand le déséquilibre est patent et bénéficie, celui qui en bénéficie et a peut-être plus de difficultés à réajuster la ligne, mais aboutit également, faute d'accord sur une révision des attributions de compensation, à restituer à la commune des compétences intercommunalisées qu'elle sera, en tout cas moi dans les petites communes rurales, interco-rurales que j'ai en tête, pas toujours en capacité de maintenir
porter et remplir au même niveau. Et là, on le retrouve sur des équipements communautaires ou non communautaires, mais des équipements qui sont du niveau de la scolarité, enfin la gestion des écoles, la gestion des services périscolaires. On le retrouve sur les problèmes de mobilité en matière de transport scolaire. Alors, non pas les collégiens ou les lycéens, mais tout ce qui concerne la scolarité communale, enfin de premier degré, dans des territoires qui sont extrêmement vastes, avec une dispersion des équipements très importante. Et puis, on le retrouve également sur des services à la population, comme les services d'assainissement ou les services d'eau, où le fait communal est quand même très prégnant, alors que la complexité des sujets et surtout le risque en matière d'approvisionnement et de qualité ne peut être traité qu'à une échelle supérieure. D'autres réactions par rapport à la question que j'ai posée ou on passe à une question suivante? Je vous en prie. Sur les attributions de compensation, elles ont été déterminées à un certain moment. Elles mériteraient très certainement d'être revisitées au regard des coûts réels d'exercice des compétences et en supprimant la règle de l'unanimité pour accord, qui objectivement est bloquante pour y procéder. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous, mais prévoir, assouplir le mécanisme de révision, c'est toujours difficile aussi. Voilà. C'est la légitimité des communes, elle est assez forte. Et voilà, c'est toujours difficile de prévoir un assouplissement. Mais... Après, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a le fait de décider d'une révision, et puis après, il y a le résultat de la révision. Le fait pour décider d'une révision, d'être conditionné par une règle de l'unanimité, avant même de savoir quelles pourraient être les options sur la table, finalement, en tant que telle, ne peut que conduire à statuifier les choses en termes de transfert financier. Alors, c'est une circonstance qui n'est pas propre aux relations financières entre les intercommunalités et les communes, puisque, en vérité, les finances publiques locales sont principalement constituées d'objets statuifiés, qu'il s'agisse de la plus grande partie de la dotation globale de fonctionnement, qu'il s'agisse des compensations de pertes de recettes fiscales par des attributions de TVA, où les choses ont été déterminées de manière homothétique par rapport aux pertes de recettes. Par conséquent, en consolidant des inégalités. Mais une situation dans laquelle on a un système financier local entièrement constitué de blocs qui sont figés indépendamment des évolutions démographiques, de la manière d'exercer les compétences, du service qui est rendu aux usagers, objectivement ne peut que, d'abord, créer de l'illisibilité, et deux, conduire à la désadaptation. Et la désadaptation, c'est-à-dire concrètement la juxtaposition de situations de sur- et de sous-financement. Et ça devient de plus en plus problématique au moment où les collectivités locales sont appelées à contribuer au redressement des finances publiques. Parce qu'avec des attributions de compensation complètement figées qui ne bougent pas, comme d'autres choses qui ne bougent pas dans le panier des recettes des communes et des intercommunalités, quand il s'agit de répartir justement les ponctions qui sont opérées pour l'État dans le cadre de la contribution au redressement des finances publiques de 2025, concrètement, ça conduit à passez-moi l'expression, surtaxer certaines communes ou intercommunalités et sous-taxer d'autres. Donc ça conduit à des résultats inéquitables. Tant qu'on est sur la solidarité financière, vous pensez qu'aujourd'hui, les mécanismes de solidarité financière qui ont été déterminés sont utilisés suffisamment, connus et utilisés, notamment la répartition dérogatoire du FPIC, l'institution de la DSC. Et est-ce qu'il vous paraît pertinent de rendre obligatoire l'adoption d'un pacte financier et fiscal et la distribution d'une DSC dans toutes les intercommunalités? Alors justement, sur l'analyse de l'usage, de l'utilisation de ces mécanismes, est-ce que vous avez des éléments connus? Ce que l'on a compris globalement, c'est que les possibilités de dérogation, la double dérogation au FPIC, n'étaient pas utilisées à ma connaissance. Je ne sais pas ce qu'il en est de 2025, mais mes derniers souvenirs, si je puis dire, remontent à 2023 et elles n'étaient pas utilisées. Aucune des deux n'était utilisée en 2023.
pas plus que n'est utilisée la possibilité d'obtenir le versement de la DGF au niveau de l'intercommunalité et ensuite de répartir au sein de l'intercommunalité en fonction de critères qui seraient peut-être mieux adaptés que ceux de la loi. Le législateur ne peut pas intégrer parfaitement 35 000 et quelques situations locales. Donc là aussi, il faut constater de fait une forme de blocage. Est-ce que vous diriez sur les territoires, sur vos territoires respectifs, qu'il y a au moins une règle, c'est que les intercos riches fonctionnent mieux que les intercos pauvres? Est-ce que ça peut se caricaturer à ce point? Parce que moi, je sais qu'il y a des communes riches et des communes pauvres, et je connais des communes pauvres où ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas la majorité du genre. Mais est-ce qu'en matière d'interco, celles qui sont riches sont plus heureuses, plus à l'aise que les autres en termes de fonctionnement? Je peux répondre en premier, peut-être, Monsieur le Président, précisément parce que c'est le cas de figure, l'exemple pour lequel vous avez souhaité m'entendre au titre de la Chambre régionale des comptes de Bretagne, qui est un parfait contre-exemple, où nous avons un territoire qui est l'un des creusets de l'agroalimentaire et de l'industrie agroalimentaire bretonne, un territoire extrêmement riche, avec des communes certes peu peuplées et rurales, mais parmi les plus riches de Bretagne et même pour l'une d'entre elles les plus riches de France, et qui précisément, parce que chacune pourrait presque assumer sur le plan financier une grande partie des services intercommunalisés, sont très très réticents à coopérer. Et le résultat, vous l'avez sans doute lu, c'est que, je parle de Centre Morbihan Communauté, c'est l'une des 2 seules intercommunalités de France qui a scissionné ou défusionné, selon le terme que vous voulez choisir, suite à la loi NOTRe. Donc, pour rejoindre ce que disaient notamment M. Lyon et M. Viola tout à l'heure, il y a d'autres facteurs. C'est un facteur important. En effet, la mutualisation peut être incitée par des contraintes budgétaires, mais la pertinence du bassin de vie, donc du territoire, et la volonté locale, politique de coopérer sont des facteurs tout aussi importants qui, s'ils manquent, peuvent infirmer la loi que vous venez d'indiquer sur la corrélation entre la richesse et le bon fonctionnement. Monsieur Roussel, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, je vais dans le même sens que mon collègue et je dirais de manière peut-être un peu plus systémique, puisque en fait, moi, je travaille sur un territoire qui en grande partie est très riche, puisqu'il y a le Rhône et l'Ain et toute la partie de l'Ain qui est limitrophe de Lyon et aussi le Pays de Gex sont des territoires qui sont très riches où il y avait très peu de volonté d'intégrer davantage l'intercommunalité. On a par exemple des communautés de communes qui ont une ville-centre et qui pourraient largement devenir communautés d'agglomération, mais qui choisissent volontairement de ne pas le devenir pour ne pas aller vers plus d'intégration. Et j'ai également sur mon territoire la communauté de communes qui comprend l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, qui est purement et simplement une coquille vide, qui est très riche, mais qui ne cherche absolument pas à développer davantage de compétences. Alors, il y a bien sûr d'autres territoires, surtout quand on est sur des intercommunalités très intégrées. On a 3 métropoles aussi sur le territoire, plus celle de Lyon, mais qui a un statut particulier. Bien sûr que dans les métropoles, comme vous le disiez, il y a une tendance à exercer davantage de compétences, à avoir beaucoup plus de moyens et donc des compétences techniques pour rendre un service utile à la population. Il y a aussi, y compris dans des zones riches, des communautés d'agglomération assez importantes qui, parce qu'elles sont des moteurs avec des élus très motivés par l'amélioration du service public, aboutissent effectivement à des améliorations de services. Mais moi, ce que je relève surtout, effectivement, c'est que dans beaucoup de zones riches, on traîne vraiment les pieds pour aller plus loin dans l'exercice des compétences. Et souvent, on ne le fait pas. Et pour cette raison aussi, les outils intégrateurs que sont les pactes de territoire, les pactes financiers et fiscaux, voire les chartes de gouvernance, ne sont pas
mis en place. Il n'y a pas de volonté d'aller plus loin. Les schémas de mutualisation parfois existaient et dès que la loi l'a permis, n'ont pas été renouvelés. Et tout ça rend difficile d'aller plus loin dans l'intégration plus importante sur ces territoires. Et on a notamment sur les 2 départements dont j'ai parlé, des coefficients d'intégration fiscale qui sont parmi les plus bas de France. Et que font les intercommunalités en question de l'argent? Elles redistribuent aux communes? Elles redistribuent énormément, effectivement. Et puis après, bon, il y a quand même la réalisation d'un certain nombre d'investissements nécessairement intercommunaux, parce qu'on est aussi sur des territoires à forte progression démographique. Mais en tout cas, je dirais ça se fait, mais il n'y a pas de volonté nécessairement d'avoir un plan à long terme d'investissement qui répondrait à des besoins de la population. Ça m'amène à poser la question. Pardon, allez-y. Juste peut-être pour donner l'éclairage côté sud-ouest, mais qui est totalement convergent avec celui de mes collègues. Il n'y a pas vraiment de lien entre le potentiel financier, enfin là, au sens l'argent pour agir, et les projets de développement. On pourrait même parfois constater que dans certains territoires qui sont objectivement pauvres, notamment par rapport aux intercommunalités périurbaines ou urbaines, on a plus de cohésion et d'habitude de travailler ensemble que les difficultés financières, finalement, n'empêchent pas la réalisation du projet. Le deuxième constat, alors il serait évidemment à nuancer, mais avant l'audition, j'ai quand même regardé à travers nos matrices d'analyse de risques financiers quelle était la situation en termes de quantification des risques des 127 communautés de communes de Nouvelle-Aquitaine. J'ai découvert qu'il n'y en avait que 4 sur 127 sur lesquels nous avions des niveaux de criticité qui supposaient une action. Et on pourrait en tirer l'idée, et j'ai échangé avec quelques préfectures, secrétaires généraux, également avant l'audition, que finalement, pour l'instant, la situation financière, alors avec des niveaux évidemment totalement différents entre les intercommunalités, mais que la situation financière n'est pas encore aujourd'hui un obstacle à la réalisation dès lors qu'il y a une dynamique politique, un territoire adapté et des habitudes de travail communs vers un projet, un objectif, qu'il soit petit, hein, relier les villages avec un transport scolaire qui fonctionne aux bonnes heures. C'est un petit projet, on le rencontre dans la Creuse, on le rencontre dans la Corrèze, mais ça peut évidemment être beaucoup plus gros. Mais le facteur dominant, c'est la pertinence des territoires qui s'engagent et surtout la capacité de la gouvernance à dégager une autorité qui emmène tout le monde. Juste pour terminer, quelle est votre appréciation de l'usage des fonds de concours et globalement, à quoi sont-ils destinés quand ils sont pratiqués? C'est Viola. Alors sur les fonds de concours, on peut faire les remarques identiques à celles qu'on peut faire sur le FPIC et sur la dotation de solidarité communautaire, c'est-à-dire que les critères utilisés sont parfois absents en termes de répartition du fonds de concours sur le territoire. Alors le fonds de concours, il a un objet plutôt lié à l'équipement. Cela signifie investissement, pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut admettre que ce soit du fonctionnement. Mais ce qu'on a pu constater dans les rapports des chambres générales des comptes qu'on a pu regarder, c'est que les critères de répartition des fonds de concours n'étaient pas très satisfaisants quand ils existent. Voilà, les remarques et les éventuelles critiques qu'on peut faire sont les mêmes que pour la dotation de solidarité communautaire. Il y a une logique de redistribution. Et pas vraiment une logique de solidarité. Oui, si vous me permettez d'illustrer... Si vous me permettez d'illustrer, j'ai quelques exemples concrets en tête. Ça peut être des intercommunalités très intégrées comme la communauté urbaine du Grand Poitiers
ou des communautés de communes plus habituelles, mais le sentiment dans le manque d'encadrement ou la diversité de la façon d'utiliser les fonds de concours, c'est parfois que ceux-ci sont un motif à diminuer très fortement l'emploi et la répartition de la dotation de solidarité communautaire, permettant un discours de l'intercommunalité consistant en gros à dire j'ai plein d'outils à travers des fonds de concours auxquels vous pourrez répondre avec appel à projet, qui sont en plus souvent plafonnés au regard du coût du projet et de l'engagement, et que cela a pour inconvénient d'abord d'amener les communes membres à tenter de s'inscrire dans des fonds de concours, mais en détachant quelque part le projet de sa pérennité dans le temps et de sa capacité à être soutenu en fonctionnement, et ça dissuade les intercommunalités, les deux que j'ai en tête, c'est très clair, d'avoir un discours de solidarité à l'échelle du territoire qui maintient des prises de position qui ne vont pas dans le sens intercommunal. Et est-ce que c'est très pratiqué globalement dans les 1200 et quelques intercommunalités? 1254. 1254. Est-ce que c'est pratiqué ou pas, les fonds de concours? Vous n'avez pas les chiffres, peut-être? Pas de statistiques non, récentes. Oui, il y a monsieur... Allez-y. Pardon. Sur les fonds de concours, si vous me permettez un bref complément, Monsieur le Président. Non, je vous en prie, prenez le temps dont vous avez besoin. Merci. Que ça peut aussi être utilisé pour contourner, alors, pas pour compenser, mais en tout cas pour atténuer les inconvénients ou la rigidité des mécanismes de reversement qu'on a pu évoquer tout à l'heure, notamment sur l'attribution de compensation. Il arrive régulièrement aux chambres régionales des comptes de constater que les motifs d'attribution des fonds de concours peuvent être pas totalement orthodoxes au vu de la réglementation. Monsieur Lyon rappelait que c'est ciblé sur l'équipement. Ça peut comprendre le fonctionnement d'un équipement, en effet, mais parfois le lien avec même le fonctionnement d'un équipement n'est pas toujours évident à constater dans les motivations d'attribution, parce que justement, comme c'est un levier qui est moins encadré, y compris que la DSC, puisque la DSC nécessite quand même de fixer des critères et qu'il y ait un gros travail en amont de diagnostic, puis de calcul parfois savant. Le fonds de concours est un dispositif qui peut être beaucoup plus discrétionnaire et de gré à gré, et donc peut permettre, j'allais dire, de mettre de l'huile dans les rouages quand les dispositifs financiers sont rigides. Je me permets pour conclure d'ajouter, par esprit d'escalier, un élément supplémentaire sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur l'attribution de compensation, que la rigidité et la nécessité d'actualiser peut aussi être accentuée par l'historique et la chronologie. Monsieur Viola a évoqué tout à l'heure l'historique, ça fait plus de 30 ans maintenant que les lois successives permettent, et en tout cas tendent à généraliser l'intercommunalité. Or, comme il y a des effets de seuil et des effets de calcul souvent gelés au moment des transferts de compétences au vu des transferts de charges estimés, et que derrière, ensuite, la dynamique des ressources fiscales, notamment professionnelles, profite à l'intercommunalité, lorsqu'il y a eu les transferts de compétences et l'intégration dans une intercommunalité, eh bien, selon qu'une commune a été intégrée en 1994 ou pour certaines les dernières communes isolées en 2016-2017, vous voyez bien que des communes ont pu bénéficier pendant 20 ans d'une dynamique des impôts professionnels, ou à l'inverse, si elles ont été intégrées très tôt, c'est l'intercommunalité qui en a bénéficié. Et donc, selon aussi qu'une commune est intégrée en 1994 ou en 2017 pour prendre des bornes temporelles, eh bien, le curseur, là où est gelée la situation de transfert de charges et donc de ressources entre la commune et l'intercommunalité, peut fortement différer et créer des situations qui ne sont plus nécessairement pertinentes aujourd'hui ou ne correspondant plus aux besoins de financement d'un côté et de l'autre.
Je voulais savoir si, est-ce que dans vos territoires respectifs, il y a des communes nouvelles qui se sont créées, à l'intérieur, bien sûr, d'intercommunalités, pour précisément peser davantage au sein de cette intercommunalité. Si c'est le cas, est-ce que ces nouvelles communes ont été bien inspirées de le faire? Si je peux au moins ouvrir en Nouvelle-Aquitaine sur ce sujet-là, on a constaté, recensé à peu près 120 de mémoire, 125 communes nouvelles jusqu'à présent. Et alors, on n'en a pas analysé précisément les causes. Évidemment, les communes nouvelles qui se sont constituées, ce sont essentiellement des rassemblements de communes rurales qui cherchent à atteindre une masse critique supérieure, y compris pour peser un peu plus dans la problématique intercommunale du territoire auquel elles appartiennent. Il subsiste quand même, en tout cas c'est un sentiment, puisqu'on n'a pas fait d'études générales, qu'il y a une prise de conscience d'un isolement et d'une relative impuissance, et encore une fois, ce sont souvent des sujets de réseau ou des sujets d'infrastructure de base qui enclenchent la dynamique, qui lancent la démarche, mais il reste encore beaucoup de prévention au regard de, alors on ne va pas dire la disparition, mais une relative dissolution du fait communal. Et j'ai un dossier en ce moment, alors en contrôle budgétaire, qui est aussi une arme, qui est aussi un outil qui permet de donner une bonne vision de la situation des communautés de communes, mais en contrôle budgétaire, très clairement, sur un ensemble de communes nouvelles, on voit très bien que les désaccords subsistants internes continuent pour l'instant à marquer l'institution. Mais c'est très clairement, en tout cas c'est une analyse tout à fait personnelle, un outil qui est de nature progressivement à répondre à quelque chose d'absolument fondamental, et je reviens aux dynamiques politiques des territoires, c'est relier le pouvoir de décision et le fait fiscal avec une représentativité politique. Ça, c'est absolument essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, visiblement non. Visiblement. On va changer de sujet peut-être. Non. En Bretagne, il y a beaucoup de communes. En Bretagne, il y a beaucoup de communes nouvelles dans l'ouest de la France, singulièrement en Bretagne. C'est un fait, Monsieur le Président. Les quelques-unes que nous avons pu contrôler ne nous semblent pas motivées par le souhait de peser au sein de l'intercommunalité. Elles sont motivées par des circonstances locales, par le fait qu'il y a dans certains territoires, en effet, un émiettement communal particulièrement fort. Je pense que les dispositifs d'incitation financière aussi qui ont pu être créés y ont participé, mais à part de très rares cas, dont celui que je vous ai cité, la rationalisation de la carte intercommunale s'est plutôt bien passée, et donc il n'y a pas eu de nécessité ressentie. Encore une fois, c'est une impression impressionniste, justement, n'ayant pas une vision exhaustive de ces collectivités, mais je ne pense pas que le degré de conflictualité des fusions d'intercommunalité ait nécessité ou ait généré un besoin de regroupement pour y peser davantage. Les facteurs sont plutôt autres et davantage locaux. Merci. Monsieur Leroy. Je partage le constat, en effet. Il n'y a pas de règle générale, mais c'est vrai que dans l'Ouest, où l'intercommunalité a beaucoup évolué dans les années 2010, on a constaté en même temps la création de communes nouvelles et éventuellement quelques communes nouvelles défensives face à la création d'un EPCI XXL, regroupement de plusieurs communautés de communes. Nous avons vu dans l'Ouest, en Pays de la Loire notamment, des communautés de communes qui se constituaient en communes nouvelles. Voilà. Entre-temps, la formule de la commune-communauté a été instaurée en 2019, mais elle n'a pas pu prospérer vu le calendrier électoral. Mais on a quelques exemples de communautés, de communes nouvelles défensives, oui.
Très bien. Pour passer sur le cas de la gouvernance, aujourd'hui, quelles raisons vous donneriez est-ce que la gouvernance est une raison du ressenti négatif qu'ont les maires dans le fait intercommunal? Aujourd'hui, vous avez des maires qui sont en colère contre l'intercommunalité. Alors, c'est vrai qu'il y a le sentiment de dépossession sur certaines compétences, mais est-ce que dans la gouvernance est un enjeu dans ces conditions-là? Et est-ce que des outils comme la conférence des maires, comme les projets de territoire, les pactes de gouvernance peuvent être peut-être réaffirmés? Est-ce qu'ils sont utilisés aujourd'hui? Est-ce que vous avez des chiffres aussi sur l'utilisation de ces outils? Effectivement, par rapport au constat des difficultés de l'intercommunalité, dans la mesure où l'intercommunalité est un fait, se pose bien sûr la question de comment faire mieux marcher l'intercommunalité, quelle est une valeur ajoutée plus importante et qu'elle contribue à faire progresser l'intégration et l'égalité de traitement des communes membres des intercommunalités. Dans les intercommunalités qui ne fonctionnent pas bien, on voit souvent une absence de projet de territoire, ou un projet de territoire qui en vérité est un assemblage, voilà, c'est juste une somme un peu agrafée d'intentions de chacune des communes membres. Quelquefois, on voit aussi des problèmes de méthode, c'est-à-dire des projets de territoire qui sont arrêtés un peu rapidement, finalement, sans diagnostic préalable de ce que nous voulons ou nous pourrions utilement faire ensemble. Donc il y a quand même ce travail préparatoire qui est important. Il y a dans la même veine, il y a des diagnostics qui ont été arrêtés rapidement dans l'urgence pour conclure un CRTE, par exemple, avec l'État, mais pour autant, les élus communaux et communautaires ne s'étaient pas nécessairement appropriés véritablement le document en question. Il y a aussi des projets de territoire qui sont un peu orphelins, c'est-à-dire qui ne sont pas accompagnés d'un projet pluriannuel d'investissement, ce qui est quand même l'une des fonctions essentielles des intercommunalités. Et puis des projets de territoire qui finalement n'abordent que l'objet intercommunalité, mais sans aborder l'objet des entités constituantes de l'intercommunalité, c'est-à-dire les communes. En fait, les projets de territoire les plus intéressants sont évidemment, et les plus pertinents sont évidemment les projets de territoire qui vont intégrer à la fois l'exercice de leurs compétences par les intercommunalités et les moyens dont elles disposent à cette fin, mais aussi l'exercice de leurs compétences par les communes et les moyens dont elles disposent. Voilà, donc ça nous semble quand même à la projet de territoire, diagnostic préalable, projet pluriannuel d'investissement, ça nous semble vraiment des prérequis indispensables à un bon fonctionnement, mais le bon fonctionnement ne se décrète pas. L'outil conférence des maires. Allez-y. Oui, utilisation très partielle de la conférence des maires, c'est un exercice qui est un peu nouveau, qui existait déjà dans certaines intercommunalités avant même que le législateur l'évoque. Donc une pratique qui est très différenciée. L'association des maires, elle se fait souvent via un bureau élargi, un bureau communautaire avec le président et les vice-présidents, et il est assez fréquent que des intercommunalités déjà associer l'ensemble des maires lors de ces instances, donc ce qu'on appelle le bureau communautaire élargi. Ce sont des formules qui existent bien, qui se sont développées dans les intercommunalités XXL, afin de ne pas avoir d'un côté le bureau communautaire avec l'exécutif et ensuite une conférence des maires à un autre moment. Souvent, les formules ont été regroupées par souci d'efficacité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir, de rappeler que c'est au début du mandat que se jouent les choses importantes et que pour fédérer les maires autour d'un projet de territoire, il faut se donner le temps d'y travailler et que c'est une manière de faire adhérer l'ensemble des communes autour de ce projet. Est-ce que vous constatez également sur vos territoires respectifs que c'est un élément de nature à favoriser la suite des choses, de faire en sorte que les élus s'approprient les politiques qu'ils vont mettre en œuvre par la suite?
alors mes collègues vont peut-être réagir, mais très clairement, mais comme ça a été dit, vu d'un niveau plus macro, le sentiment que l'on a, en tout cas dans les communautés de communes que l'on a examinées, c'est que les instances, très généralement, sont mises en place, qu'elles sont très rarement, pour dire les choses positivement, qu'elles sont plutôt des instances auxquelles participent tous les élus et tous les maires, qu'une instance qui ne produit pas forcément de résultats, en tout cas immédiats, ou qui laisse apparaître des désaccords majeurs, ne signifie pas qu'elle n'est pas utile et qu'elle ne fonctionne pas. Elles sont probablement un des premiers points très positifs de la structuration intercommunale, y compris quand il y a des accords, c'est qu'elle crée des espaces de discussion, des espaces de dialogue et de négociation sur des sujets qui sont structurants et qui, objectivement, pourraient échapper à la simple échelle communale. Et même les maires qui se sentent dépossédés, et on le voit souvent en matière d'eau, d'assainissement, de voirie, ou qui ont de profonds désaccords sur un schéma de ramassage scolaire ou de collecte des ordures ménagères, viennent quand même exprimer leur point de vue. Et mon sentiment, là aussi personnel, parce qu'il n'y a pas d'analyse statistique, mais c'est que assez souvent, les intercommunalités portent quand même une très grande attention à ces expressions divergentes et dans une certaine mesure, tentent jusqu'au bout de rapprocher les points de vue. Il n'y a pas de « t'es pas avec moi », et ben ok, on se reverra dans 6 ans. Elle joue un espace de pacification, entre guillemets, hein, bien sûr, qui ne consiste pas à rejeter une partie du territoire, mais à essayer de les écouter aussi longtemps que nécessaire et souvent de faire des contre-propositions successives pour les raccrocher à un projet. Ça me semble être quand même le mode de fonctionnement prépondérant que moi je constate. On pourrait aller dans le même sens, mais à contrario, dès que la nouvelle équipe communautaire prend les rênes de l'Interco, on voit que le choix d'une politique de gouvernance communautaire, d'un vrai projet communautaire, se fait dans les 6 premiers mois. Et effectivement, dans le contre-exemple qu'on a en Lot-et-Garonne, effectivement, on voit que dès octobre 2020, il y a un refus du pacte de gouvernance qui a été voté. Donc, on voit tout de suite que ça va être difficile dans certaines politiques communautaires parce qu'effectivement, Yves a eu la raison de le rappeler, le conseil communautaire joue un rôle central et puis effectivement, les instances de conseil des maires, etc. Mais la présidence de l'EPCI aussi, effectivement, donne le là. Et effectivement, je pense qu'il y a aussi une clé là très importante. Ont-ils été assez sensibilisés aux enjeux? Je pense que oui. Est-ce qu'ils sont tiraillés par effectivement des groupes d'influence de différents élus? C'est probable. En tout état de cause, je crois que le là est donné dès le début du conseil communautaire. C'est frappant. D'autres réactions par rapport à cette question? Oui. Monsieur Roussel. Oui, je vais donner un exemple pour aller dans le sens de ce que dit mon collègue. Dans la Loire, il y a une intercommunalité XXL, 90 communes ramenées à 85, puisqu'il y a eu quelques fusions, mais de toutes petites communes, donc pratiquement un tiers du département. Le président et le maire de la ville-centre, qui fait 16 000 habitants, pas très grande, mais qui a dépensé au départ, quand il a pris la présidence, une énergie exceptionnelle pour aller sur le terrain avant même les pactes de gouvernance. Les conférences des maires n'étaient pas encore rendues obligatoires, mais ça a été fondamental. C'est vrai que le choix du président et le fait qu'il instaure un climat participatif qui va vraiment au-devant dans les communes, expliquer les projets, expliquer les moyens, expliquer pourquoi c'est plus pertinent de prendre la compétence eau assainissement
que de la laisser à chacun. C'est vraiment quelque chose d'important. Et à cette condition-là, même sur un territoire à 80 communes et plus, on peut obtenir un vrai plus en termes d'acceptabilité de l'intercommunalité sur son territoire. Mais je dirais aussi qu'il faut peut-être éviter, bon, on dit les maires sont dépossédés, mais beaucoup de maires, je ne sais pas s'ils le réalisent, mais sont dépossédés de rien, parce qu'ils ont déjà pratiquement rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens financiers, ils n'ont pratiquement aucun moyen technique ou humain sur place pour fonctionner. Donc il y a parfois un petit peu, excusez-moi le terme, un peu de démagogie dans cette affirmation qu'on est dépossédé, parce que souvent l'intercommunalité est vraiment une chance de garder des moyens et développer des projets sur son territoire, parce que sans ça, on n'a vraiment plus rien. Ce que vous dites est très pertinent, mais comme ce que vient de dire chacun de ceux qui participent à cette rencontre. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les maires qui connaissaient le monde d'avant l'intercommunalité, il y en a de moins en moins. Et les maires qui seront élus nouvellement n'auront rien à perdre, puisque tout est, ou presque, est d'ores et déjà transféré. Et donc, les choses seront perçues différemment de ce qu'elles pouvaient être, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, qui plus est. Et les choses ça facilite les choses. J'ai une question aussi concernant l'attrait qu'exercent certaines métropoles sur des communes, membres d'une communauté de communes voisines de ces métropoles, notamment à raison des services qu'elles offrent en matière, et c'est très, très important, en matière de mobilité. C'est une des compétences les plus lourdes à porter parce qu'elle nécessite des moyens conséquents. Est-ce que vous avez connaissance, vous, de communes qui jouxtent, membres de communautés de communes, qui jouxtent une métropole et à qui cette métropole fait de l'œil, quoi? Est-ce que les habitants sont sensibles à la mobilité? Oui, si je peux reprendre la parole. J'ai l'exemple du Rhône, mais qui n'est peut-être pas le meilleur exemple encore qui produit des résultats. Donc le Rhône, vous avez bien sûr la métropole de Lyon qui a un réseau de transport extrêmement développé, qui allait déjà un peu aux franges de communes. Il y a beaucoup de petites communautés de communes très riches à l'ouest et au sud-ouest, au sud-est de Lyon, donc qui bénéficient aujourd'hui de ces transports, non pas parce qu'ils ont passé un accord avec la métropole, mais parce qu'a été constitué donc, un organisme à l'échelle départementale, c'est-à-dire qu'il y a une organisation de la mobilité par un syndicat mixte départemental qui comprend vraiment la totalité des communes, des intercommunalités. Et dans ce cadre-là, non seulement ça bénéficie à des communes très proches de Lyon, mais même bien au-delà. Mais ça, c'est une réponse... cette réponse départementale sur le département du Rhône, qui en plus n'est pas un département d'une taille gigantesque, ne se retrouve pas forcément ailleurs. Ce n'est pas le cas, par exemple, du tout autour de la métropole de Saint-Étienne, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y a des réactions? Pas d'autres réactions sur l'attrait des métropoles? Non, pardon. J'ai une dernière question. D'accord. Oui, juste la dernière question aujourd'hui. Pensez-vous que le pas qui est marqué un petit peu dans les objectifs d'intégration, d'intercommunalité, il est dû à un contexte conjoncturel? N'oublions pas que nous avons quand même vécu, ces intercolas ont vécu le Covid, avec une difficulté de fonctionnement dès le début, avec des nouveaux exécutifs qui ont dû fonctionner par visioconférence et sans apprendre à se connaître. Ou est-ce dû à une maturation qui n'est pas encore tout à fait aboutie? Ou est-ce et pensez-vous que c'est pas qu'on n'a vraiment pas une marche, qu'il ne faut pas qu'on rate la marche du prochain renouvellement municipal pour les intercos et ça sera peut-être l'occasion de repartir sur un bon pied avec des équipes renouvelées, avec des générations peut-être aussi nouvelles et peut-être l'occasion de planter quelques bases
de fonctionnement de l'Interco. Ce qui est certain, c'est que le contexte n'est pas très facile. Vous avez cité le Covid, mais on peut citer aussi les perturbations créées sur les budgets des collectivités locales par la forte inflation. C'est aussi un facteur de perturbation, de perte de repères. La situation, il y a eu aussi les réformes de la fiscalité locale. Je pense que la suppression de la CVAE, remplacement par des recettes de TVA, évidemment, ce n'est pas du tout neutre pour les intercommunalités. Il y a en 2025 une contribution au redressement des finances publiques, dont la situation globale des finances publiques fait que une contribution, peut-être sous d'autres formes, mais des collectivités locales et donc pesant aussi sur les intercommunalités devra être appliquée. Donc tout cela, effectivement, chahute, si je puis dire, les choses par rapport aux objectifs propres des intercommunalités et des communes qui en sont membres. Du côté des juridictions financières, notre propos, c'est évidemment d'essayer d'encourager la réussite des intercommunalités et, à vrai dire, la réussite de toutes les formes institutionnelles qui peuvent permettre de mieux exercer les compétences, mieux remplir les missions de service public au bénéfice de nos concitoyens. Et c'est pour cela qu'en 2022, la Cour avait proposé, et réitère encore aujourd'hui évidemment, un certain nombre de recommandations visant à approfondir. Benoît évoquait le fait qu'à travers l'extension, il y avait une sorte de tension entre élargissement et approfondissement. Il faut passer à un approfondissement. Et à ce titre-là, nous avions préconisé de rendre à nouveau obligatoire l'adoption d'un schéma de mutualisation. C'est quelque chose qui a été supprimé, qui avait été instauré, qui a été supprimé par la loi de 2019, loi engagement et vie, voilà, et ce qui nous semble passablement dommageable. De même, nous avions préconisé de rendre obligatoire l'élaboration d'un projet de territoire par les EPCI à fiscalité propre, et évidemment à relier avec un programme pluriannuel d'investissement, exactement. Nous avons aussi préconisé de verser la DGF au seul niveau des EPCI. Cette préconisation a rencontré un grand succès. Un grand succès. C'est une proposition extrêmement consensuelle, comme vous l'imaginez. Voilà, et nous avons un peu rétro-pédalé par la suite, puisque dans le cadre d'un rapport sur la dotation globale de fonctionnement en octobre 2024, nous avons préconisé d'inciter en fait quand même un versement de la part communale de la DGF au niveau des intercommunalités. Encore une fois, pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est au niveau local qu'on est le mieux à même d'apprécier les besoins de répartition en lien justement avec la démographie et en lien avec les besoins des habitants. Et aussi d'essayer de desserrer les choses d'un point de vue institutionnel en permettant au Conseil communautaire de modifier les montants des attributions de compensation à la majorité qualifiée des 2/3. Voilà, ce qui n'est pas nécessairement consensuel, mais nous semble quand même suffisamment important au regard du constat que les attributions de compensation représentent quand même 11,7 milliards d'euros en 2024 sur des produits de fonctionnement des intercommunalités de 69,1 milliards d'euros avant déduction justement de ces attributions de compensation. Donc c'est un montant qui est considérable, c'est un montant qui est largement gelé, et c'est un montant qui, encore une fois, comme quantité d'éléments de financement des collectivités locales, est là, dans un paysage, ne sert aucun objectif particulier, puisqu'il est déconnecté de politique publique, d'équipement, il est déconnecté de la démographie, et il nous semble vraiment impératif de casser, si vous voulez, cette situation au profit d'une répartition qui corresponde à quelque chose, qui serve à un objectif, et qui servent en particulier évidemment un objectif de solidarité à l'intérieur de la communauté. Au total, avant même de tenir compte de ces attributions de compensation, il faut savoir que vous avez à peu près 38% des produits de fonctionnement des intercommunalités
qui correspondent en fait à la compensation homothétique de perte de recettes, au titre de la taxe professionnelle, puis au titre de la THRP, de la CVAE. Ça veut dire que vous avez quand même 40% des produits de fonctionnement en net qui sont gelés, et alors sous réserve du FNET, mais vous savez que le FNET est gelé en 2025 compte tenu du gel global de la TVA transférée. C'est vraiment très problématique d'avoir cette énorme kyste, en quelque sorte, qui n'évolue pas en fonction de la démographie, en fonction des besoins, en fonction de critères objectifs de ressources et de charges. Et soit dit en passant, d'avoir comme ça des recettes aussi désincarnées, ça ne favorise pas non plus, je pense, la lisibilité, l'acceptation des compétences des intercommunalités. Puisque finalement, qu'est-ce que les intercommunalités peuvent raconter d'elles-mêmes ? Elles ne peuvent pas toujours, sur le volet recettes, elles ne peuvent rien raconter de très très pertinent. Très bien. Est-ce que quelqu'un souhaiterait rajouter quelque chose qu'il n'aurait pas eu le temps de nous dire? Je vous en prie. Peut-être un très bref élément en réponse à la question de Madame la sénatrice sur la question de la maturation. C'est aussi, je pense, un élément à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que les intercommunalités sont responsables de services publics indispensables à la population et également très techniques. Quand on voit à quoi ressemble le panier de compétences moyen d'une intercommunalité, où on a l'eau, l'assainissement, zone d'activité, parfois la voirie, la mobilité, les déchets, on est sur des services à la fois indispensables, tellement indispensables que parfois nous les oublions nous-mêmes, à force d'ouvrir le robinet, le geste est tellement banal que nous l'oublions, mais qui sont absolument indispensables et surtout qui sont face à des murs de financement, en investissement comme en fonctionnement. Et donc, l'assimilation de ces secteurs à la fois décisifs et très techniques sont déjà une mission très importante pour les intercommunalités. Je conclurai sur l'exemple breton, où très régulièrement les préfets stoppent l'attribution de permis de construire en raison de réseaux d'eau et d'assainissement qui ne suivent pas. Vous voyez bien que ce sont des éléments donc fondamentaux pour tout le développement du territoire, au-delà même évidemment du simple périmètre de l'intercommunalité. Donc déjà, la prise en charge, la mise à niveau de ces compétences structurantes prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de technicité, nécessite une maturation qui peuvent expliquer aussi, à mon sens, le palier peut-être provisoire atteint par la dynamique intercommunale. Merci. Plus personne ne souhaite prendre la parole, donc il me revient de vous remercier tous de votre participation, de votre disponibilité et de votre compétence sur le sujet. Je remercie également ceux qui ont donné le mal de venir jusqu'à nous, qui sont plus méritants encore, mais ils venaient de moins loin que certains autres. Je vous souhaite, merci beaucoup, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.